Ok, bonjour à vous. Bonjour, Alors, on vous reçoit puisque vous êtes ancien fusilier marin de l'armée française. commando. Commando, pardon, Ouais, excusez-moi, pardon, ancien, pas de voilà, souci. de retour donc d'Ukraine. D'ailleurs, vous étiez, je crois, pour une mission humanitaire sur place. Vous venez de publier Lève-toi et marche. Alors, grâce à la science, hein, ce n'est pas du tout religieux et pas du tout un message religieux. C'est aux éditions Max Milo. Alors, c'est vrai que vous avez une histoire incroyable. On prend juste une minute pour la rappeler parce que donc vous faites partie de l'armée française et puis vous êtes victime d'un très grave accident. Vous vous retrouvez paraplégique à l'âge de 21 ans et vous devenez le premier Français à être triplement implanté alors, de neurostimulateurs médulaires, on appelle ça comme Tout ça, à fait. en fait, qui vous permettent tout simplement de ne plus souffrir et vous retrouver l'usage de vos deux jambes alors que vous étiez dans une chaise roulante et vous remarchez à nouveau. Exactement, j'étais paraplégique pendant pratiquement 2 ans. J'ai perdu aussi l'usage de mon bras droit. Et grâce à ces implantations de neurostimulation médulaire qui sont à la base implantées pour la diminution de douleur, il y a aussi, sur certains cas comme moi, une possibilité de récupération fonctionnelle. Donc sur moi, ça a très très bien Ouais. marché. Et j'ai pu du coup récupérer l'usage de mes jambes et de mon bras. Et surtout diminuer mes douleurs de plus de 70%. Donc du coup, d'arrêter tous mes traitements neuro et morphiniques qui étaient extrêmement lourds par rapport à ça. Juste une chose, Oui. combien d'autres Français ont profité de ce traitement, vous savez? Alors, pour les douleurs, il y a à peu près 200 Français qui sont implantés par an, mais c'est très peu parce qu'on est à peu près, il y en a à peu près 1200 qui se déclarent tous les ans, qui souffrent énormément, qui pourraient être implantés. Donc, on a un énorme retard par rapport à ça. Et pour la récupération fonctionnelle, pour l'instant, c'est toujours pas en cours. Enfin, les médecins spécialisés n'ont toujours pas l'autorisation d'implanter pour la récupération fonctionnelle. Ils le peuvent seulement pour la diminution de douleur. Et c'est pour ça qu'avec mon association Anjones, que j'ai créée il y a 4 ans, et avec l'IRME, donc c'est l'Institut de recherche de la moelle épinière, on débute une étude de recherche scientifique au mois de juin où on va implanter une vingtaine de patients pour cette fois-ci une récupération fonctionnelle et ce qui permettra, je l'espère, à l'État de permettre cette fois-ci aux médecins spécialisés de pouvoir implanter les personnes qui veulent juste remarcher ou récupérer un membre. Alors ça, c'est votre témoignage dans votre livre, Oui. Lève-toi et marche grâce à la science. Et donc, récemment, vous êtes allé en Ukraine pour une mission humanitaire. Pourquoi vous avez souhaité aller Alors, là-bas? moi, à savoir, pour refaire un petit peu le tour de ma vie, je souffre d'une maladie neurodégénérative qui est assez grave, donc je ne vis pas, je survis, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, je ne travaille plus, je suis à fond dans l'association et dans mes combats. Et j'ai aussi un besoin que ma vie ait un sens, si vous voulez, D'accord. par rapport à ça. Moi, j'ai été auxiliaire sanitaire à l'armée, donc c'est l'équivalent à secouriste mur, si vous voulez, en France. Donc j'ai certaines qualités paramédicales et j'ai des collègues infirmiers et auxiliaires sanitaires qui étaient donc en Ukraine depuis plusieurs semaines. J'ai refusé pendant plusieurs semaines d'y aller jusqu'à rencontrer l'un de mes collègues qui est revenu à Paris, qui a su en fait me convaincre pour aller en Ukraine. Tout simplement pour venir en aide donc à la population ukrainienne, donc les femmes et les enfants principalement, les réfugiés qui essayent de sortir. Et en fait, nous quand on était là-bas, principalement, on s'occupait donc de convois médical pour en fait amener du matériel sur des hôpitaux précaires, sur des centres d'urgence médicale. On vient aussi, on fait des premiers soins aussi aux réfugiés. Et ça nous est même arrivé du coup de donner aussi du matériel aux militaires ukrainiens qui en avaient besoin, des médicaments, des kits de morphine, ça peut être des garrots tourniquets, etc. etc. Et on s'est même aperçu sur place que du coup il y avait beaucoup de volontaires militaires ukrainiens, mais du coup qui n'avaient pas de formation. Du coup certains militaires nous ont demandé de faire des formations aux militaires de soins, de secours au combat. Vous Ce étiez qu'on dans a quelle fait. région? Alors, au niveau d'Alviv, et après, on était donc sur Kiev, et principalement sur Boutcha et aux alentours de Boutcha. Et c'est en allant du coup au niveau de Kiev et de Boutcha que je commence à rencontrer donc des militaires du bataillon Azov. Qui eux-mêmes nous ont demandé donc du matériel médical qu'on leur a donné. Et ces militaires, à la base, on va dire, faisaient un petit peu notre protection lors de nos convois à Boutcha ou à Kiev au niveau de ces hôpitaux précaires. Voilà pourquoi cette rencontre. euh, J'y ai passé à peu près une quinzaine de jours en Ukraine. Et à force, si vous voulez, on a tissé, si vous voulez, comme des liens. Il y avait comme une confiance entre nous, forcément, parce qu'on les soignait, on leur donnait des médicaments, etc. Donc il n'y avait pas de méfiance. Euh, mais après, ça s'est un petit peu dégradé. J'ai commencé, si vous voulez, à voir qui sont pour moi des crimes de guerre effroyables. Je parle bien de crimes de guerre de militaire à militaire.
Parce que là, forcément, vous avez évoqué Boutcha au départ, et le monde entier aujourd'hui connaît cette localité, parce que là, c'est aujourd'hui là où se focalisent la plupart des enquêtes internationales, parce que là, il y a clairement eu des crimes de guerre contre des civils. Là, on le voit très bien, des civils aux mains attachées, fusillés, dans le dos, dans la nuque. Donc, clairement, c'est là, c'est la région où vous étiez. Tout à fait, mais il y a eu aussi des énormes crimes de guerre contre des militaires. Et ça, on n'en parle pas. Et là, moi, je suis en train de vous parler de crimes de guerre commis par des militaires ukrainiens du groupement Azov. Et on n'en parle pas non plus. Moi, j'ai réussi justement... Peut-être parce que c'est entre militaires et c'est pas contre des civils. Sûrement, mais ça reste qu'il y a une convention de Genève. Vous ne pouvez pas abattre un militaire qui s'est rendu avec les mains attachées. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Des militaires se prendre des balles dans le genou alors qu'ils venaient de se rendre et qu'ils étaient mains liées. En fait, si vous voulez, ils faisaient descendre des jeunes militaires justement qui avaient été capturés, qui s'étaient rendus. Ils descendaient par 3 ou par 4 par les camionnettes. Chaque militaire qui descendait, de militaires russes qui descendaient de ces camionnettes, chaque personne prenait une balle dans le genou de Kalachnikov. C'était limite obligatoire. Et à chaque fois, ils demandaient où étaient les officiers. C'était leur question. Qui sont les officiers? Qui sont les officiers? Et à chaque fois, un officier sur 2 se prenait une balle dans la tête. Donc voilà, et je vais vous raconter autre chose qui était beaucoup plus grave. On arrive sur une scène, nous on est en retrait, on arrive à la fin si vous voulez, parce qu'on doit passer, je vous passe les détails, et on arrive et on voit 3 militaires russes blessés, allongés sur le sol sur le bord d'une route, en train de perdre du sang. Nous, on est soignants, on veut intervenir pour soigner ces militaires. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai une vidéo qui montre ceci. Le militaire Azov nous interdit donc de venir en aide et de soigner ce militaire. On lui demande à plusieurs reprises, on refuse. À partir de là, ce militaire prend sa Kalachnikov et lui met 2 balles dans le corps. Le militaire russe n'est toujours pas mort. On lui dit, il est toujours vivant, il agonise. À partir de là, il reprend sa Kalachnikov et il lui met une balle en pleine tête. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc nous, on nous a carrément interdit, si vous voulez, de venir soigner des militaires russes. Moi, ça m'a un petit peu choqué parce qu'à la base, on vient aider, si vous voulez, tout le monde. On ne fait pas la différence. Quand vous le savez très bien, quand on est soignant, on ne fait pas la différence d'un camp ou d'un autre. On doit soigner une personne qui est blessée. Et après, par la suite, donc on passe des soirées, on voit des vidéos. Les militaires d'Azov sont très fiers de montrer leurs vidéos d'assassinat. Justement de jeunes Russes qui ont été capturés, à qui on met une balle dans le genou. Je leur demande pourquoi on met une balle dans le genou. On ne me répond pas vraiment, parce que pourquoi mettre une balle dans le genou à quelqu'un qui s'est rendu, qui est attaché? À part pour laisser une marque ou laisser la personne se vider de son sang, je vois pas pourquoi. Et sachant tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des dizaines de vidéos qui attestent, qui ne sont pas encore sorties. Sinon, je ne me permettrais pas, si vous voulez, de sortir de telles actions. Ce qui serait très très grave pour moi. Et pour vous, là vous ciblez principalement le groupement Azov. Le groupement Azov et pas le reste de l'armée ukrainienne. Non, parce que j'explique très bien. J'ai rencontré des militaires ukrainiens qui, eux, ne faisaient pas ce genre de crime. Je tiens vraiment à le préciser. Je parle vraiment du groupement Azov que j'ai rencontré, qui sont d'ailleurs très très fiers de leur patch néo-nazi avec le symbole SS et le Troisième Reich. Alors on va vous dire oui, le symbole a été inversé. Oui, il a été inversé, sauf que celui du Troisième Reich, le rond avec les petits escaliers, n'a pas été du tout bougé. Et moi, sur place, ces militaires-là sont très très fiers de leur insigne. Et pour moi, c'est pas possible. Donc là, on parle quand même de 3000 soldats sur 196 000. Non, alors ça, 3000, ce sont les militaires engagés. Dans ces militaires engagés Azov, vous avez des réservistes et des volontaires engagés. Donc vous multipliez par 4 ce nombre, à peu près. Bon, mais à peu près, enfin aussi. Donc, à 3-4 000, vous êtes plus à 10-15 000 de militaires Azov que 3 000, 3 500. Ah d'accord, parce qu'en fait, comme ils ont été intégrés aussi à la garde nationale, on sait à peu près combien ils sont. Donc c'est pour ça, est-ce que quand vous multipliez, c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement le chiffre que vous avancez? Le chiffre, ce sont donc les militaires engagés, plus les volontaires, plus les réservistes. Le nombre que vous avez de 3 000... Oui, tout à fait. C'est ceux de la garde nationale, donc ceux qui sont intégrés. Engagés. Engagés, exactement. Voilà, donc à côté de ça, vous avez les groupements réservistes et les groupements de volontaires qui, en fait, peuvent venir en soutien 3 jours et reprendre leur travail 3 jours, et ainsi de suite, un petit peu comme des réservistes, si vous voulez, en France. Ceux-là ne sont pas comptabilisés dans ce nombre-là. Donc, ils sont bien plus
que le nombre que vous venez de dire. D'accord. Et alors aujourd'hui, quand vous parlez en effet du bataillon Azov dans ce coin-là, vous ne parlez pas de l'armée russe. Pourquoi vous n'en parlez pas de l'armée russe? Parce que moi, j'étais présent principalement avec l'armée ukrainienne. D'accord. Je n'ai pas Vous n'avez pas vu de forces russes Non, les présentes? seules forces russes que j'ai vues, ce sont des militaires russes qui ont été, on va dire, blessés ou capturés. Mais je n'ai pas été du camp russe. Alors, je ne dis pas que du côté russe, il ne se passe rien. Attention, Oui. je viens relater, Oui, oui. c'est-à-dire ce que j'ai vécu, moi, au moment où j'y étais. Moi, à la base, j'y étais pour les réfugiés ukrainiens. Ça s'est décalé où on vient aider aussi des militaires ukrainiens. Et on en vient, si vous voulez, à passer du temps avec des militaires Azov et à voir, si vous voulez, des crimes de guerre contre des militaires. Je tiens bien à préciser, hein, moi, ça a toujours été des crimes de guerre de militaire à militaire. Voilà.